Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là ce soir avec nous. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir une rencontre entre Flora Bouteille et Cassandre Langlois, donc à la Fondation Pernod Ricard. Je vous introduis rapidement. Flora, tu es artiste, directrice de la compagnie Angels Front, donc un groupe de performance que tu as fondé récemment en 2023 et qui vient confirmer la trajectoire que tu donnes à ton travail depuis déjà quelques années, qui se concentre principalement sur des performatives qui ont à voir avec l'écriture scénaristique, la mise en scène, et qui se veulent collectives, ludiques, autant que politiques. Et tu nous accompagnes cette année, toute l'année, à la Fondation Pernod Ricard, puisque tu es artiste, invitée, programmatrice du cycle Paris Performance cette année. Tu mènes donc avec les Angels Front le projet Cannibal, qui se déploie en 3 temps. Un premier volet qui a eu lieu en décembre dernier, ici même. On vous retrouve très prochainement le 6 mars pour ce deuxième volet de Cannibal 2, I Hate You. Et je vous donnerai aussi rendez-vous pour la dernière, le 5 juin. Cassandre Langlois, tu es curatrice indépendante, chercheuse, tu enseignes la philosophie de l'art à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Tu mènes actuellement une thèse de doctorat et dans ce cas-là, tu t'interroges sur la relation qu'entretiennent des arts vivants et les pratiques curatoriales et comment penser ensemble ces pratiques permettraient peut-être d'envisager un autre lieu de l'art. En 2024, tu es lauréate de la résidence curatoriale du CNAP à la Cité internationale des arts à Paris et aussi de la bourse d'écriture Textwork. Donc, je m'arrête quelques secondes pour rappeler un petit peu ce qu'est le programme Textwork, donc un programme de la Fondation Pernod Ricard, une plateforme éditoriale en ligne qui reçoit le soutien du ministère de la Culture et qui favorise la diffusion du travail d'artistes de la scène française à l'international par la commande de textes auprès d'auteurs et d'autrices étrangères et étrangers, donc sur des textes d'envergure sur le travail d'artistes français. Et depuis 2022, le programme s'est enrichi d'un autre volet complémentaire, on va dire, pour soutenir des jeunes auteurs et autrices françaises, pour le coup, avec cette bourse. Cette année, toi qui es lauréate de cette bourse, tu publieras donc sur la plateforme un texte. On pourra revenir au cours de cette discussion sur quoi ta recherche porte dans ce cadre-là. C'est donc une discussion assez contextuelle, au vu des échos qu'on aperçoit entre vos actualités et la Fondation, mais c'est aussi l'occasion de venir un petit peu plus creuser, discuter autour du travail que vous menez, la recherche aussi qui jonche les moments d'activation, de performance, de projet, on va dire de présentation du travail, ce temps long, des projets de recherche que vous avez respectivement, donc d'un point de vue artistique, curatorial, critique, mais aussi conjointement, parce qu'on voit très rapidement que depuis vos endroits, vos regards convergent avec une approche de la performance pour la place qu'elle a non seulement dans les arts visuels ou les arts vivants, mais dans la société. Avec un regard de la performance, une recherche et une pratique de la performance pour ses potentialités politiques, opérantes, et à travers des dispositifs expérimentaux et originaux, on va dire. Voilà. Enfin, une méthode expérimentale peut-être. On y reviendra.
je disais des convergences, parce qu'en effet, vous avez déjà eu l'occasion de mener des projets ensemble, notamment un bureau d'études sur la performance que vous avez déjà créé ensemble en 2021 à l'occasion d'une résidence au CREDAC que vous avez nommé avec cette interrogation ouverte, disons, Together Until What? Donc pareil, on reviendra là-dessus plus précisément. Et pour tout de suite rentrer dans le vif de la discussion, je voudrais vous poser une question assez simple peut-être, mais ou très difficile, je ne sais pas, mais fondamentale en tout cas. Pour vous, qu'est-ce que c'est la performance? Pourquoi cette forme? Pourquoi cet objet plus qu'un autre? Qu'est-ce que vous pouvez fabriquer avec la performance qui ne pourrait pas se faire autrement? Cassandre. Merci beaucoup Noémie pour cette introduction. En fait, Flora et moi, on travaille ensemble depuis 2018. Et c'est vrai que autour de projets, mais aussi de discussions, on a eu souvent en fait des recherches communes, des centres d'intérêt très très proches en termes de performance. Et donc, on avait dans un premier temps plutôt une envie de trouver des formats qui nous permettent de travailler sur le long cours, c'est-à-dire aussi infiltrer les lieux d'exposition, l'institution, de manière à donc pas forcément perturber, mais de pouvoir retirer un certain nombre d'éléments conceptuels. Et puis l'idée aussi d'habiter le lieu, de le pratiquer. Ça, c'était vraiment très important pour nous. Je ne sais pas si tu veux aussi rebondir sur cette idée, mais en tout cas, c'est un des éléments qu'on voulait mettre en évidence. Il y avait aussi l'idée que tous les projets, toutes les initiatives qu'on mettait en place étaient des étapes de travail et pas du tout les envisager comme des choses figées, fixes. Donc l'idée du processus, elle est très importante. Et ça renvoie aussi à une idée de la pratique curatoriale qui envisage tous les éléments autour de l'exposition comme des choses extrêmement importantes. Et c'est aussi une manière de s'émanciper de l'idée de produit qu'on peut aussi appréhender en termes d'exposition. Et peut-être une troisième chose, c'était de réfléchir à qu'est-ce que les arts vivants peuvent apprendre aussi au lieu d'art visuel et inversement, d'être dans une mise en commun de pratiques et d'expertise, pas sur un simple transfert en fait de contexte comme ça se fait beaucoup, mais d'aller un peu plus loin dans cette réflexion. Et là, c'est l'historienne Claire Bishop aussi qui nous accompagne dans cette réflexion pour citer un exemple un peu plus théorique. Oui, du coup, pour rebondir, je pourrais dire simplement que on a toujours envisagé la performance dans notre travail en commun et séparément comme une méthode, comme une manière de travailler au quotidien, une pratique. Et qu'en se disant, en arrivant dans un lieu, on peut parler ensuite d'une résidence qu'on a fait au CREDAC. En fait, l'idée était comment on va pratiquer ce lieu par le corps, on va se mettre dedans, on va se mettre dans des états, un état liminal, essayer de penser par le corps et pas forcément se mettre à distance. Il y avait aussi cette idée qu'on était toutes les deux, moi en tant qu'artiste et Cassandre en tant que commissaire au début de nos recherches, on n'était pas attiré par le fait de faire des objets, de les accrocher, de les regarder, d'être en dehors. C'était vraiment cette idée pour Cassandre de dire comment on peut être un commissaire qui programme de la performance mais qu'il y a une forme d'activité performative avec ça, et moi de dire comment dans la performance, ok, il y a des objets mais ils sont utiles, utilisés et ils ne deviennent pas ensuite sacralisés pour fabriquer un objet d'art, quoi. Notre objet doit être en mouvement, doit s'échapper, et je pense que dans cette recherche-là on se retrouvait, mais je développerai peut-être plus ensuite. Mais comment, du coup, vous envisagez la performance presque comme une méthode, une trame, qui du coup peut rejoindre une pratique artistique, une pratique curatoriale, sans qu'elle soit hiérarchisée d'une certaine manière d'une curatrice ou d'un curateur qui fait des choix sur un travail, et que c'est une manière vraiment d'entrer dans cette collaboration. Comment est-ce que vous envisagez cette articulation, et peut-être qui vous a mené justement à fonder ce bureau d'études qui passe du coup peut-être d'abord par une forme de recherche de connaissances?
Justement, tout l'enjeu du bureau, c'était vraiment de travailler sur cette articulation, comme tu dis, d'avoir à la fois un espace de travail en fait, qui nous permette de produire de la connaissance sur la performance, mais aussi d'expérimenter des dispositifs, performatifs, mais aussi scénographiques, et de fonctionner aussi par invitation, de ne pas être forcément fermé sur nous-mêmes. Et donc, c'est un peu cette idée du bureau d'études, c'est aussi donc faire de la recherche sur la performance et envisager la performance comme une méthode de recherche. Donc vraiment, les deux sont interreliés. Et au CREDAC, il y a eu cette idée aussi dans le cadre d'une résidence informelle, d'expérimenter en fait toutes ces idées de manière plus concrète. C'est-à-dire qu'on a mis en place, comme vous pouvez le voir sur l'image, cette idée de plateau forum, inspiré un peu, qui renvoie au décor théâtral et aussi au plateau, au théâtre forum d'Augusto Boal, qui est aussi un metteur en scène, qui nous inspire beaucoup toutes les deux. On pourra y revenir peut-être quand on t'en parlera. Mais en tout cas, c'est un élément important. Et cette résidence, en fait, elle était à la fois une résidence de recherche théorique avec des entretiens, mais aussi des temps plus d'expérimentation scénographique, comme au CREDACino, qui est en fait l'espace de projection du CREDAC. Et puis aussi une performance publique de Flora, toute une série en fait de recherches avec des formats totalement différents. Qui ensuite a mené à une exposition. On pourra y revenir. Peut-être juste pour compléter sur le bureau, l'idée à la base de créer un bureau d'études en performance, c'était vraiment avoir un costume en fait finalement avec lequel contacter des entités, des lieux, des institutions qui étaient ni celui de la commissaire ou de la chercheuse pour Cassandre ou de l'artiste dans mon cas, qui nous permettait en fait déjà d'avoir un autre type d'échange et un discours qui se situait à un endroit différent de ce qu'on aurait pu avoir en utilisant on va dire nos costumes habituels. Donc il y avait cette idée là et en fait ça nous a donné accès à des lieux, à des choses et à des échanges qu'on n'aurait pas pu avoir autrement. Donc c'était pas pour tromper, c'était vraiment pour jouer en fait avec ce que ça fait de performer un rôle et d'un coup performer le rôle du bureau d'études, qu'est-ce que ça fait, ça ouvre telle et telle option. Et là dans la résidence que tu évoquais Cassandre, en fait on arrivait le matin dans l'espace et on faisait d'abord un long conditionnement sonore de 1 heure dans lequel Victor Villafane du coup qui est dans la compagnie, la personne qui fait le son et la vidéo, en fait jouait pendant 1 heure et on se mettait là par terre, on attendait en fait de rentrer dans un certain état avant de commencer à improviser tout de suite à partir de ce qui venait de là. De là, on commençait ensuite à se poser, à réfléchir à ce qui s'était passé, puis à élaborer des idées à partir de cette expérience. Enfin, on cherchait aussi comme ça, en se disant, on cherche par la sensation et à l'aveugle, même si à côté, il y a une structure théorique très précise que du coup Cassandre pouvait ramener en ramenant des références historiques, en structurant les entretiens qu'on faisait. Et c'est vraiment ce dialogue, je pense, qui est à la base de ce travail. Ouais. Parce que là, donc, du coup, vous avez un peu décrit justement différentes temporalités, ou comment même vous, en tant que groupe de travail, vous mettez dans une forme d'état performatif du travail en cours, comment se mettre en condition, quoi. On retrouve ça aussi dans tes performances. Se mettre en condition, idem, donc il y a un peu posé des structures qui vont créer les conditions déjà pour un peu la première étape de travail. C'est un peu une espèce de méthode à tiroir comme ça qui se répète aux différents niveaux, on va dire, de l'avancement des projets, de la réalisation. Et j'avais peut-être une question justement sur le fait de se structurer comme ça en groupe avec des terminologies quand même qui comme tu dis, il y a une stratégie en fait, il y a une stratégie presque institutionnelle de s'immiscer ou en tout cas de déjouer un certain nombre de stéréotypes, de déjouer peut-être des rôles que vous avez, donc de se mettre, c'est pour ça que je parle d'état performatif aussi au départ à votre place. C'est quoi le constat, peut-être, des choses qui manquent, en fait, quand vous entamez ce travail, de dire on fait ce bureau d'études pour aller chercher ces informations, ouvrir ces portes, parce que elles sont fermées. C'est quoi ces portes? C'est quoi ces choses qui manquent, en fait? Oui, peut-être revenir sur la question aussi de la temporalité. En fait, généralement, je trouve pas le temps de mener cette recherche. Et que c'est pour ça que le long cours est important et que l'idée aussi de prendre son temps, elle est essentielle, je pense aussi dans ce projet-là.
de pouvoir vraiment, comme je disais tout à l'heure, habiter le lieu. Et ça, c'est finalement des temps qui sont assez rares. Et je trouve que, par exemple, ce que Flora mène ici à la Fondation Ricard, c'est aussi une temporalité de travail qui est essentielle. Donc c'est pour donner un exemple aussi de format qui en fait nous correspondent plus que le format exposition. Peut-être qu'on pourra aussi en parler. Oui, peut-être tu voulais un peu avancer sur le format de l'expo. Peut-être tu voulais dire autre chose en attendant, mais non, mais sur l'exposition qui a suivi, parce que c'est vrai que ça... En fait, c'est parce que l'exposition révélait finalement plus de limites que ce temps de résidence en fait, où c'était pendant le confinement, donc il n'y avait pas d'ouverture publique, donc on avait l'espace à disposition, c'était très libre. Et ensuite, du coup, ça a débouché sur une expo. Peut-être que Cassandre, si tu veux, tu peux l'introduire. Et puis... Ouais. Alors c'est une exposition qui a duré 3 mois au Crédac, donc qui n'est absolument pas une restitution de cette résidence informelle, mais vraiment un prolongement, une étape de travail qui s'inscrit vraiment dans tout un processus plus global. Donc une exposition qui a accueilli à raison de 2 week-ends, un week-end sur 2, des performances, mais aussi des workshops, des cours, des discussions. Donc différentes, encore une fois, propositions. Et ça nous intéressait beaucoup d'avoir différents niveaux aussi de lecture. Avec cette idée toujours de reprendre la question du plateau, de l'espace scénique. Donc là, il y avait une grille au sol en scotch blanc qui a été élaborée par Flora et qui renvoie aussi à ces grilles qui représentent l'espace-temps. Donc on a travaillé sur toutes ces notions-là pour ensuite venir à la notion de pre-enactment que je développerai peut-être par ailleurs. Mais pour dire un petit mot sur cette exposition, c'était aussi une manière de présenter de la recherche qui arrivait au fur et à mesure, puisqu'on a aussi réalisé des entretiens. Il y avait un certain nombre d'ouvrages qui étaient apportés au fur et à mesure aussi. Pour juste dire quelques mots sur l'exposition. Ouais, et du coup, pour compléter, en fait, avec cette expérience-là, on s'est rendu compte de qu'est-ce qui, en fait, dans ce qu'on cherchait à faire, dans le fait de se dire, OK, on veut exposer de la performance, on veut voir si ça peut fonctionner, ce format-là, de dire que c'est un plateau sur lequel les choses vont bouger, etc. Il y avait des œuvres d'artistes qui répondaient à cette problématique vraiment, qui laissaient cette porosité, cette flexibilité, qu'on pouvait toucher, mais il y en avait d'autres aussi qui ne le permettaient pas. Et en fait, l'interaction, on s'est rendu compte qu'on a rencontré plein de problématiques. Mais du coup, c'est super intéressant pour nous, puisque justement, on se disait, on envisage ça, et donc là, dans cette notion de pre-enactment que Cassandre va décrire, en disant, c'est des temps aussi qui nous permettent de répéter une pratique, de la développer pour pouvoir ensuite vraiment l'acter. Parce que exposer de la performance en se disant, on a un lieu pendant 3 mois, c'est un lieu qui d'habitude a des objets figés à un endroit précis, qui ont un statut, on doit se tenir à telle distance, etc. D'un coup, vouloir perturber ça et vouloir avoir du live presque en continu, comment on fait en fait? Et c'est pas du tout une question à laquelle il y a une réponse simple. D'ailleurs, il n'y a pas une bonne réponse. Et donc, pour nous, ça a été vraiment un moment de découverte et d'une manière d'ajuster notre pratique finalement à la manière dont l'institution est structurée, qu'on a pu découvrir sur le terrain. Et c'était hyper intéressant pour nous de voir ce qui se confrontait, à quel endroit il y avait du conflit, ce qui était vraiment riche au final. Non, je rebondis aussi sur la notion de conflit. Justement, le fait qu'on envisage un peu toutes ces étapes-là comme justement des choses qui ne sont pas figées, c'est aussi laisser une ouverture en fait à une dimension qui serait conflictuelle, être assez perméable en fait au monde extérieur. Et Et je pense que ça c'est aussi une chose essentielle qu'on voulait évoquer. Et pour revenir sur cette idée aussi de répétition, en fait, on a eu l'impression, mais ça avec quelques mois de distance, d'avoir répété, d'avoir en tout cas testé une méthodologie de travail et d'avoir finalement pré-enacté quelque chose. Parce qu'on a abordé cette notion de pre-enactment de manière théorique, et puis en fait on s'est rendu compte qu'il y avait aussi nous-mêmes on s'était mis dans cet état Est-ce que peut-être tu peux te définir un peu en 2 mots très concrètement? Je voulais juste montrer pour vous donner une idée de
de la programmation, tout simplement, qui a été développée dans le cadre du projet. Alors la notion de pre-enactment, on connaît mieux aujourd'hui en fait le reenactment, qui a fait l'objet de nombreuses études, qui serait donc la reprise, la reconstitution de performances du passé, d'événements historiques ou de phénomènes culturels. Là où le pre-enactment serait son inversion temporelle, donc une spéculation critique sur une image du futur qui relèverait aussi d'expérimentation de temps et d'espace fictifs pour agir sur le présent. Juste avant qu'on change de slide, pour dire que en fait, ce dessin qui a été fait par une dessinatrice et chercheuse avec qui on travaille, Sabine Tessonner, en fait l'idée c'était que ça reprenait les grilles du sol, et sur le plan elle faisait rentrer tout en petit, tous ces petits personnages, c'est toutes les différentes performances qui avaient lieu en fait, qui avaient lieu de manière linéaire, c'est-à-dire qu'elles n'étaient jamais là en simultané, mais elle les avait toutes condensées là sur ce plan. Et à côté, pareil, on voyait toute la description. Voilà, mais ça nous semblait important d'avoir un plan en fait qui lui-même soit un dessin, soit une sorte de fiction quelque part, pour vraiment dire le plan d'exposition il permet de faire exister une réalité qui ne pourra pas exister, c'est-à-dire la coexistence de toutes ces performances en même temps là dans un temps donné, quoi. Il y a ça aussi, j'ai l'impression justement dans cette recherche en cours, dans ces conflits, dans ces frictions qui émergent aussi, de trouver et comme tu disais très bien, il y a pas, c'est une recherche en cours, c'est des questions qui se posent, qui se règlent jamais vraiment, mais qui passent par le fait d'explorer comme ça des formats aussi de documentation, de représentation de quelque chose qui est là, mais qui sera jamais vraiment là complètement, des intentions, de donner un peu sens à cette méthodologie qui du coup est difficilement descriptible en fait, ou représentable, quoi. Mais j'ai l'impression qu'il y a ça aussi quand même un peu, même pour le bureau, le site, il y a quand même différents types de documentation, de textes, de choses, et ça fait aussi partie un peu du versant du travail, quoi. La question de l'archivage et d'avoir de se dire que l'archive elle-même peut être une fiction, de voir jusqu'où on peut pousser ça. Même avec la compagnie, là, on réfléchit aussi à ça, par exemple, avoir une archive qui est jamais exactement ce qui s'est passé, puisqu'en fait, ce qui se passe dans un moment performatif ne peut jamais être rendu à l'exact. Et d'ailleurs, quel est le but ? Donc voir quelles sont les méthodologies de ça et comment même une archive peut être une projection dans le futur, comment on peut faire ces allers-retours temporels, ouais, effectivement. C'est une bonne manière, je pense, de revenir du coup au sujet sur l'enactment, pre-enactment. Et c'était juste aussi pour donner quelques noms de figures essentielles, donc par exemple Milo Rao ou le collectif de théâtre Rimini Protocol, qui travaille beaucoup à partir de cette notion. Et puis plus récemment, des projets comme celui mené par Jonas Stahl ou Florian Balzacher, donc en Allemagne, qui consistait en fait en plusieurs workshops au cours desquels des problématiques étaient abordées, donc des problématiques contemporaines qui pouvaient être très très variées. Et le but était que les participantes y répondent soit par le jeu de rôle, soit par la fiction. Et un autre exemple aussi, le théâtre des négociations en 2015, donc lorsque le théâtre était dirigé par Philippe Ken, plusieurs étudiantes de différentes universités étaient invitées à préenacter la COP21. Et alors nous, de notre côté, on s'est beaucoup intéressé à une définition qui a été donnée par Oliver Machar, qui est un philosophe autrichien, qui, lui, envisage cette notion comme l'anticipation artistique d'un événement politique. Mais il va aussi dire que, finalement, l'événement politique a anticipé le pre-enactment, donc la dimension artistique. Et donc, il convoque tout ce qui est de l'ordre de la préfiguration politique, donc en lien avec la pensée anarchiste, les mouvements civiques des années 60 et puis le militantisme d'aujourd'hui. Où cette idée que les moyens sont équivalents aux fins et qu'on incarne plutôt que espérer la construction d'une autre société. Donc c'est toute cette pensée-là aussi qui nous a beaucoup intéressés.
Et cette idée aussi que finalement le pre-enactment, ça n'a rien à voir avec une chorégraphie qui serait connue à l'avance, mais relève plutôt de ces petits mouvements de danse réalisés à la barre dans le milieu du ballet classique. Donc c'est toujours cette idée de l'entraînement, de l'exercice qui est importante. Et c'est aussi sur cet aspect-là que je vais revenir dans le cadre de Textwork, pour en dire un mot. Voilà. Dans ton texte, peut-être tu vas pouvoir, si tu nous donner un peu quelques pistes justement sur lesquelles tu es en train de travailler. Moi, j'avais peut-être juste une petite question quand même par rapport à ces exemples aussi sur ces formats, mais tu l'as très bien introduit, qui héritent et qui rejouent quand même aussi des formats... des formes de prise de parole, de représentation, de participation qui ont à voir avec une forme politique démocratique, qui est celle en place, on va dire, un peu, en tout cas dans certains pays du monde. Et donc, en quoi le fait de rejouer ou de préénacter des choses avec ces formes-là, qui ressemblent en fait d'une certaine manière. Est-ce que pour toi, c'est un point nécessaire de garder des connexions comme ça, de méthodes, de prise de parole, peut-être pour pouvoir justement les pousser plus loin? Ou est-ce que c'est une limite justement au fait de pouvoir inventer d'autres choses, puisqu'il y a un cadre prescrit au départ en fait? Et dans les articles que tu as pu déjà écrire, il y a aussi ce jeu un peu justement à quel point le pre-enactment et le re-enactment sont vraiment les opposés, ou finalement c'est une espèce de deux versions d'une même chose, deux faces d'une même pièce qui peuvent pas vraiment qui se contredisent pas non plus. Se sont en fait entremêlés aussi. En fait, le pre-enactment, il y a quand même des formats qui sont très très différents. J'aurais pu aussi citer le projet à la Maison des Arts de Malakoff qui s'appelait Couper les fluides, qui était là encore un tout autre format et où il y avait aussi cette idée de pre-enactment, qui était très 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 visible. Donc, je suis pas certaine qu'il y ait forcément toujours ce même principe, et je suis pas certaine non plus qu'il y ait toujours un cadre très très préétabli en fait. Et justement, je pensais à ce projet quand même d'envergure qui est peut-être passé inaperçu à certains égards de ce qui s'est passé à la Maison d'Art de Malakoff, couper les fluides. Donc peut-être introduire rapidement ce qui s'est passé, mais je trouve que c'est vraiment un projet intéressant et qui pose aussi cette question à quel moment on dépasse le pre-enactment et tu l'as traduit de cette manière tout à l'heure de répétition. À quel moment on n'est plus dans la répétition, mais on est dans une forme d'action. Je trouve que dans la performance aussi, on ira. Mais... Alors, le projet à la Maison des Arts de Malakoff, c'est un projet qui a duré environ 5 mois, 5-6 mois, et qui consistait à vraiment couper tous les fuites de l'institution, donc l'eau, l'électricité, le gaz. Et donc c'est un projet qui était aussi finalement rythmé par une programmation très dense de discussions, de performances, de lectures performatives, de temps aussi de repas et quelques œuvres fixes. Enfin, pas tout à fait fixes parce que ça répondait quand même à des critères spécifiques. C'est des œuvres, il fallait s'en occuper. Et donc voilà, pour dire un mot sur cette exposition. Et du coup, pour en revenir à cette idée à cette interrogation de à partir de quand on peut sortir en fait de la répétition, justement, le pre-enactment, il est là pour fournir des outils qu'on pourra utiliser par la suite. Et Oliver Mahar, il dit justement ça, il dit que c'est des choses qu'on est en train de mettre en place, pas forcément de manière des fois totalement inconsciente, et que ça pourra resservir plus tard dans un moment de conflit. C'est un sujet que vous avez vraiment développé aussi ensemble, et toi Flora, dans ta pratique
artistique, voilà, moi, j'aime bien me dire que tu es quand même un peu metteuse en scène et que tu crées des performances qui ont cette dimension théâtrale, enfin, voilà, parce que les dispositifs, ta manière de scénariser les choses, etc. Comment toi, dans ces performances-là, tu conçois cette idée de pre-enactment, de potentialité, d'outils comme ça mis à l'œuvre, quoi. Si je pense spécifiquement au projet qu'on fait ici à la Fondation cette année, là c'est vraiment envisagé sous l'angle de la pratique, de dire pratiquer ce qui nous arrive là en ce moment. Par exemple, on est confronté à tel type d'actualité, comment ça nous affecte, on en parle entre nous et ensuite on voit comment on va le traiter, mais sans l'adresser directement parce qu'on travaille plus à l'endroit en fait de ce qu'entraîne, on va dire, ce que produit sur nous et sur les personnes avec qui on en parle, en fait, émotionnellement, psychologiquement, qu'est-ce qui se passe dans le monde où on est et qu'est-ce que ça nous fait. Et on travaille vraiment à un endroit, je pense, de l'affect et de l'effet au niveau psychique aussi. Ça se joue beaucoup à cet endroit-là. Donc là, on se pose tout un ensemble de questions de cet ordre-là. Avec un axe en particulier sur la question de l'émergence de nouveaux types d'intelligence ou les interactions avec des individus, des êtres dont on ne sait pas s'ils existent, qui ils sont, quelle vérité, si une forme de factualité, de vérité existe toujours ou pas, et qu'est-ce que ça entraîne en fait sur de potentielles psychoses, etc. Donc ça, c'est un peu des questions de fond. Et pour pratiquer ça, en fait, on met en place des dispositifs dans lesquels on propose en fait d'interagir avec des personnages qu'on construit dans le but de produire un trouble, je dirais. Et c'est comme ça qu'on l'aborde là, dans ce contexte. Et pour le coup, un peu pour rebondir sur la remarque tout à l'heure, justement, des dispositifs de prise de parole, de participation, justement, toi, il y a une recherche très concrète sur le fait de créer des espaces, vraiment, des lieux. Tout à l'heure, on parlait de lieux, d'institutions, de construire là-dedans, y compris, c'est ce que tu fais à la Fondation aussi, de construire des espaces dans les espaces aussi pour en fait créer des propres dynamiques de ce contexte-là. Et donc de donner des potentialités justement de prise de parole un peu différentes. Et est-ce que tu peux... peut-être qu'on peut regarder un peu de... Ouais, ou pas encore ça, ouais, si ou si tu veux introduire un petit peu justement comment tu conçois... Ah oui, voilà. Ouais, je peux introduire très rapidement et puis montrer quelque chose. Du coup, là, on voit l'image qui nous a servi à faire la communication pour le premier événement ici en décembre, à gauche. Ensuite, à droite, c'est une capture écran d'une vidéo. On va vous montrer une sorte de teaser qui a été monté après cette performance. Mais avant ça, pour introduire rapidement, du coup, on est toute l'année ici, donc dans le cadre de Paris Performance, et ça nous permet vraiment de penser une trilogie, c'est-à-dire qu'à chaque étape, on complexifie ce qui se déroule, parce qu'il y a un certain nombre de personnes qui revient, même si c'est 10, 15, 20, ça suffit en fait à ce qu'il y ait plus de complicité avec l'audience et qu'on puisse aller plus loin. Et donc, c'est construit autour d'une... En fait, à la base, c'est parti d'une comédienne avec qui on travaille, qui s'appelle Aurore, qui est souvent un personnage central. Au final, c'est plus tellement elle dont il s'agit, mais d'une sorte d'entité qui peut prendre n'importe quel visage, quoi. Et c'est beaucoup construit autour, effectivement, de la notion de visage, mais d'absorption, de à quel moment on se fait manger, quel morceau en échange, comment on négocie, en fait, aussi quelque chose avec le public. Et cet échange de morceaux entre le public et nous est super important, puisqu'en fait, le dispositif, donc c'est pensé comme des dispositifs à jouer, où les personnes, quand elles arrivent, on leur dit merci d'être venu jouer avec nous, on pose le contexte, on pose les règles qui peuvent être très abstraites, genre ça peut aussi bien être dans ce jeu on va échanger des morceaux de nous, ou dans ce jeu on va ouvrir toutes les boîtes. Le but n'est pas que la règle soit forcément littérale, quoi. C'est plutôt des règles qui amènent à se poser, on va dire, des questions, et ensuite on leur donne des éléments en fait avec lesquels en fait, on leur donne suffisamment de clés pour que les personnes puissent elles-mêmes répondre, agir et ne pas se sentir prises au piège de notre dispositif. Ça, c'est vraiment important. Il y a encore une fois cette idée de mise en situation, de préparation, et ça passe aussi par le fait de donner quand même quelques clés. L'idée, c'est de ne pas rester à un niveau trop cryptique peut-être, qui ferait que c'est... De toute façon, il y a 20 minutes à peu près à chaque fois qu'on joue de mise en condition dans laquelle ça passe par du son, ça passe par des règles qui sont données, on se présente, on montre à quel endroit on est vulnérable et du coup comment en fait finalement les personnes qui sont là
sont vraiment dans un rapport avec nous et pas pris au piège, justement. Enfin, je reviens là-dessus, mais d'un dispositif dans lequel on voudrait qu'elle devienne image, puisqu'en fait, le but, c'est qu'elle puisse prendre une voix et qu'elle puisse faire basculer ce qui est en train de se passer, ou du moins le tenter si elle le souhaite. Donc, ouais, il y a toute cette mise en place qui est importante. Et d'ailleurs, on travaille donc avec une psychologue, avec qui moi je discute beaucoup, où en fait, on établit ces conditionnements, ces questions ensemble pour en fait réfléchir comment on peut amener un groupe de personnes à un moment donné à vouloir jouer ou à vouloir se performer eux-mêmes, à vouloir essayer cette chose-là, mais sans leur dire voilà, ça va se passer comme ça, comme ça, comme ça, sans être dans une pratique didactique, mais en fait en étant dans une sorte de fiction où on ne sait pas exactement où elle nous amène, et ce qui permet d'être sur une sorte de tension, une suspension en fait, qui peut durer par exemple 1 heure, 1h30, quoi, qui va permettre de tenir cette chose-là, je dirais. Peut-être je montre la capta, donc ça... Merci Noémie. Ça dure 6 minutes, la pièce durait 1h15, donc c'est... Bon, voilà, ça dit ce que ça peut en si peu de temps, mais pour les personnes qui n'ont pas vu ça, ça pourra toujours être indiqué des choses. Et donc là, ouais, non, vas-y, je dis plus rien et on montre. C'est mieux. Je suis obligée de vous faire confiance. Je vais vous entraîner à jouer avec moi. J'ai plusieurs moyens de communiquer avec vous. Il y a une personne qui ne cligne jamais des yeux. Waouh. C'est intéressant. Comment tu fais ça? C'est un très bon style d'avoir des trous dans son corps. Je ferai pareil la prochaine fois. Et maintenant, j'aimerais qu'on commence à jouer ensemble. Pour ça, je vais vous montrer mon visage. Maintenant que vous avez vu mon visage, j'aimerais bien qu'on voit les vôtres. Quand je regarde dans l'objectif, c'est très différent de quand je regarde l'écran comme ça. Je vais vous donner les règles du jeu. Elles sont très simples. On va échanger des morceaux de nous. Par exemple, vos visages sont déjà entrés dans ma boîte. Ensuite, on fera entrer des objets. C'est le visage d'un chien, je préfère ne pas voir. Celui de ma mère. Exactement. 2 béliers. Attention, c'est très dangereux. Attention, c'est très dangereux. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait parler avec moi? Oui. Est-ce que tu penses que certains de tes souvenirs sont faux? Oui. J'ai pas bougé et ça s'est passé très vite et j'ai eu de la chance. Oui, beaucoup. Sinon, on ne se serait pas rencontrés. Vous aurez peut-être pas d'autre occasion de parler avec moi dans ma boîte. Il s'avance d'un pas très décidé vers le micro. J'ai 5 ans et je suis sur des pyramides. Loin, tout en haut. Et je suis en haut d'une pyramide. Elle a ouvert la porte et elle entre. Bonjour. J'aimerais qu'on ait une petite conversation intime, toi et moi. Donc je vais couper mon micro, d'accord? Pour que personne ne nous entende. Je vais pouvoir générer un souvenir à partir de ce que tu m'as raconté. Un souvenir juste pour toi. Exactement. C'est un souvenir vrai. Que tu pourras raconter à tes amis. La chance. La chance. C'était quand j'avais 5 ans. C'était ma passion de monter tout en haut des pyramides. Mes parents me l'avaient demandé expressément.
pour que j'apprenne l'anglais. Un moment, quand je me baladais, je suis tombée sur 2 béliers. J'avais 5 ans. Je ne savais pas si ce que je vivais était vrai ou faux, mais apparemment ça arrive toujours aux enfants. J'ai senti sa main, elle était complètement froide. Il marchait comme ça dans la boîte et il faisait semblant d'être dans un métro pour m'impressionner. Attention, c'est très dangereux. Attention, c'est une bombe. Puis, il a décidé d'arracher son visage. Attention, c'est très dangereux. Attention, c'est très dangereux. Je lui proposais d'échanger de visage pour qu'il puisse vivre une nouvelle vie. Et je lui rendais son manteau. Attention, c'est très dangereux. Merci. Merci d'avoir joué avec moi. Du coup, pour dire 2 mots là-dessus, donc c'est la première fois, c'était la première étape où il y avait cet échange, on va dire, avec Aurore, qui est cette entité, qui là était cette fille avec les cheveux longs blonds, mais qui là ne sera pas cette même personne. C'est important, je pense. Et en fait, là, la boîte était presque tout le temps fermée. On la voyait que de l'extérieur, enfin, c'est-à-dire par l'image vidéo, et une seule personne rentrait à l'intérieur de la boîte. Voilà. Et là, sur cette deuxième étape, ça va se passer complètement différemment avec cet espace qui est vraiment qui est une boîte certes blanche, mais qui en réalité est vraiment une boîte noire dans laquelle sont absorbés en fait tous ces éléments qui sont donnés comme une sorte de bibliothèque ou un dataset avec lequel on peut fabriquer n'importe quoi en fait. Et ce n'importe quoi qui est fabriqué fait toujours sens à partir de la manière dont nous on projette du sens dessus. Et c'est là que ça se joue en fait. C'est aussi comment les personnes à l'intérieur du jeu, finalement, chacune et en tant que groupe se reflète dans les règles qu'on a proposées, se reflète dans le dispositif. Parce que ce qu'on lit, bon là c'est séquencé, c'est un montage, donc on voit pas exactement ce qui se passait, mais en fait il y avait plein d'interprétations possibles de ce qui était vu, qui est une sorte de mash-up comme ça, une sorte de cut-up en fait, quoi, qui est fabriqué en direct. Et c'était là-dessus que ça se passait, avec en fait des souvenirs qu'on avait collectés auprès des personnes, des objets qu'elles nous ont donnés, souvenirs dont on leur a demandé d'en choisir un dont il ou elle doute qu'il soit vrai ou faux. Donc ça rajoutait plein de couches d'ambiguïté, mais qui venait toujours finalement donner une chose qui était là devant nous et qu'on pouvait... dont un sens émergeait. Et c'était une manière d'adresser justement la question de l'intelligence machine, non pas de le pointer directement, mais de voir qu'est-ce qui se passe quand on adopte ce type de travail, ce type de process, et que nous, dans un fonctionnement d'absorption, on mange en fait cette manière de fonctionner et on l'expérimente, en fait, on la pratique avec notre corps, avec notre dispositif, quoi. Ton corps dispositif, c'est pas mal. Tu veux rebondir, Cassandre, peut-être sur la performance ou sur justement toutes ces questions de dispositif, peut-être un peu évoquer de toi ce que ça t'évoque de créer cet espace de la boîte, parce que c'est quelque chose, Flora, dans ton travail que tu as formulé, vraiment formalisé au fur et à mesure, de créer ces espaces-là. Ici, une boîte où on peut rentrer. Je ne sais pas si tu veux rebondir, Cassandre. Peut-être sur 2 choses. Peut-être que tu nous reprécises un peu comment toi, le pre-enactment, il agit. Enfin, est-ce que c'est une méthode ou alors est-ce qu'il y a aussi des choses
qui se passe entre les performeuses, enfin voilà, à quel niveau ça se joue, et aussi peut-être revenir sur cette notion de théâtre forum. Enfin, tu m'expliquais que c'était aussi une méthode de travail que vous aviez beaucoup entre vous. Et alors, je ne sais pas si ça peut faire aussi le lien avec le projet que tu voulais aussi nous présenter et qui va suivre. Je ne sais pas, mais ouais. Peut-être revenir sur ces deux éléments, comme on a déjà évoqué le théâtre forum. C'est vrai que la question du théâtre forum que du coup tu as un petit peu expliqué, tu veux faire un petit point historique vite fait ou genre... En fait, c'est donc l'homme de théâtre Augusto Boal qui est brésilien et qui a mis en place toute une série de dispositifs pour parler de différentes oppressions. Et donc le théâtre forum, c'est en fait aborder encore une fois une problématique et la jouer sur scène, et une fois qu'elle est jouée, proposer en fait au public de trouver des solutions et parfois de monter sur scène et de rejouer en fait autant de fois que possible la scène pour se mettre d'accord sur une solution, ou en tout cas quelque chose qui puisse rassembler les personnes. Une idée de consensus, ouais. Un peu à la fin de... Ouais, et du coup, par rapport à ce que tu as décrit du pre-enactment par la définition d'Oliver Mara, ou là, ce que tu décris du théâtre forum, en fait, par rapport à ces méthodes, genre, on a une manière de l'approcher où on n'essaie pas de reproduire exactement cette méthode ou de l'actualiser en respectant exactement sa dimension historique. C'est plutôt, ok, on va dedans, on prend des morceaux et on voit comment nous, on se les approprie d'une manière un peu sale, je dirais. Parce qu'on n'est pas dans l'obligation, en fait, finalement, vu qu'on est dans une pratique artistique, d'être dans une exactitude qui est nécessaire à l'endroit de la recherche, surtout si elle est institutionnalisée. Nous, on peut se permettre, en fait, de prendre des choses et de les malaxer, de les travailler, de voir ce qui en sort, et avec cette liberté-là, en fait, qui est vraiment une recherche expérimentale et qui, du coup, prend ces inspirations-là et voit comment les faire fonctionner. Parce qu'encore une fois, on n'a pas de leçons à donner, on n'a pas de réponse à donner non plus, et c'est pas notre objectif, en fait. Notre objectif, c'est de dire, il y a ces questions qu'on se pose, on a des affects par rapport à ça, on vit ces choses-là, du coup, on va créer des dispositifs où on pourra se poser la question avec d'autres personnes qui vont nous rejoindre. Et je pense que la manière de travailler avec ces choses-là, c'est vraiment comme ça, en se disant on les prend et on essaie de pas trop, quelque part, faire attention au canon ou à certains éléments qui nous empêcheraient de le transformer finalement ou de le maltraiter un peu, mais il y a peut-être une dimension nécessaire. Et encore une fois, vu qu'il y a ce process pour le coup de répéter, de tester, je pense que notre méthodologie de travail avec la compagnie, c'est hyper... ça se développe au fil du temps. C'est-à-dire, à la fin de l'école, je me disais déjà que c'était intéressant l'idée d'une compagnie de performance, mais ça a mis, entre la fin de l'école et maintenant, du coup, 5 ans à exister, à devenir quelque chose de concret. Et en fait, c'est ce que ça permet aujourd'hui, c'est que les personnes qui en font partie peuvent dire « Ah ben, je suis partie de cette compagnie », peuvent s'approprier cet objet, que du coup, on peut lui donner plus de complexité, le rendre un peu tentaculaire, raconter des histoires sur lui, raconter de la fiction sur ce qui arrive à ce groupe. Donc ça nous ouvre plein de portes. Il y a presque, j'ai l'impression, alors voilà, vous me direz si vous n'êtes pas du tout d'accord, mais moi j'ai l'impression que presque dans tout travail, le pre-enactment, il se place en avant, même... de la performance en fait. C'est que où il y a quelque chose de justement, comme tu dis, de répéter, de tester, etc. Même comment vous-même vous mettez en condition. En fait, presque c'est aussi là que se joue le pre-enactment de ce que vous êtes en train de faire, de comment on fait une compagnie, de comment on fait, comment on crée ensemble, comment on va aborder ces questions, comment on va créer un lieu qui donne la possibilité justement de faire théâtre forum. Donc il y a presque cette idée déjà, par exemple, je sais que avant vos répétitions, avec les actrices avec qui tu travailles, avec le groupe de performance, le matin vous vous retrouvez en temps de résidence pour parler société, quoi. Questions philosophiques, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Donc déjà délier la parole à ce moment-là sur quelques... pas dans un objectif de production, un peu aussi comme ce dont tu parlais au départ, Cassandre, que l'objectif de forme final, il n'est pas là, il n'est plus là. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Juste pour revenir sur ce que tu as dit,
Mais je pense que le fait d'avoir ces discussions et tout, c'est parce qu'on n'est pas dans un objectif où on se dit on a tel objectif formel, on veut réaliser cette forme de telle sorte. C'est vraiment une pratique et c'est le fait d'être là, il faut que ce soit en cohérence avec l'expérience du monde qu'on fait en fait. C'est l'idée que cette pratique artistique, si on veut qu'elle ait un objectif politique, alors ça veut dire qu'il y a une manière de penser où on s'inscrit, comment on se sent, de quel endroit vient quelle personne et qu'est-ce qu'elle a besoin de placer ou pas placer dans cette pièce. Mais tout ça vient en fait par en dessous. Ce qui émerge, c'est les affects, mais ce qui sous-tend ça, c'est quelque chose d'assez renseigné finalement. Non, je sais pas si tu voulais réagir. Non, mais du coup, c'est effectivement revenir aussi à la possibilité de voir le pre-enactment comme une méthode. Et je pense que voilà, Flora, c'est vraiment un exemple. Mais j'étais pas sûre aussi parce que j'avais l'impression que tu voulais aussi l'utiliser comme un format aussi artistique de présentation publique. J'avais l'impression que tu orientais aussi ton travail dans cette direction, mais là, tu as bien reprécisé les choses. Je pense que la dimension des affects, et même si on dilue la structure quelque part pour que les personnes soient plus dans un rapport sensible, en fait, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une dimension politique précise qui peut être un pre-enactment d'une situation sans qu'elle soit pre-enactée la COP21. Mais ça peut être en fait pre-enacté un certain mode de relation, voilà, comme je disais, à une intelligence qu'en fait on ne comprend pas encore, par exemple. Mais je pense que j'aime la dimension de la fiction et de l'inconnu et du fait que nous on a envie de se faire peur aussi, on a envie de prendre des risques et on a envie de pas savoir où on va aussi. Donc on peut pas prendre des choses aussi claires que par exemple la COP21 parce que dans ce cas-là, il faudrait qu'on sache exactement presque ce qu'on va dire et quels mots on va employer, alors que là on cherche en fait. Peut-être que ça fait écho à un corpus sur lequel tu travailles, des exemples de performances de pre-enactment que tu regardes. Mais j'ai l'impression que justement, comment toi tu l'utilises, c'est exactement... ça se place, peut-être s'il y a alors ça tu sais mieux que moi, mais une historicisation du pre-enactment est intégrée là-dedans. Peut-être justement c'est l'objet en fait de la performance, en fait, de qu'est-ce qui est joué, où le sujet est toujours politique. Voilà, c'est peut-être quelque chose qu'on considère acté au départ, mais que voilà, toi, tu te places sur des choses d'affect, plus de l'ordre de l'individualité, de l'interpersonnalité, que les questions politiques, elles se jouent à cet endroit-là et pas sur un rapport peut-être plus structurel de société. Je sais pas voilà, si ça évoque des choses, toi, sur ta recherche, les choses que tu regardes. Moi, pour l'instant, le corpus sur lequel je suis en train de travailler, justement, il y a... c'est pour ça que c'est très difficile à définir finalement cette notion, parce qu'il y a des formats qui sont très très différents. Ça va du projet institutionnel à un format de performance en fait. Et c'est pour ça que je pose cette question. Effectivement, j'ai bien compris la dimension du travail qui se trouve au niveau des affects. Mais donc voilà, il n'y a pas de format spécifique. En tout cas, j'ai parlé de la Maison des Arts de Malakoff tout à l'heure. On pourrait aussi évoquer tout le projet qui a été mené à Béton Salon sur le travail de Pauline Oliveros, qui est vraiment pour moi aussi une forme de pre-enactment, dans le sens où... Tu peux, excuse-moi, raconter peut-être un petit peu ce qui s'est passé à ce moment. Oui. Du coup, en fait, c'était tout un projet autour de réactivation de partitions de Pauline Oliveros, donc avec une invitation faite à plusieurs artistes, justement pour réactiver ces partitions, mais sous la forme aussi d'un travail finalement assez long, de workshop dans l'espace d'exposition, puis parfois une présentation publique d'un dispositif plus de type performance. Donc voilà, il y avait cette dimension aussi de travail, d'entraînement dans le même de l'exposition, qui était aussi, qui s'adaptait totalement à chacune en fait des propositions. Et ça, je pense que c'est important. C'était vraiment un espace, qui était totalement flexible. Donc voilà, c'est juste pour donner un autre exemple. Mon corpus, il n'est pas du tout défini pour l'instant, mais c'est pour dire qu'il y a aussi des formats, qui sont plutôt des propositions curatoriales, accueillies dans des institutions. Tu veux dire, quand tu dis proposition curatoriale, c'est... est-ce que tu peux un petit peu définir un peu plus comme ça? Qu'est-ce que tu verrais? Qu'est-ce qu'une proposition curatoriale dans une approche de pre-enactment?
C'est tout simplement pour moi, avec cet exemple de béton salon, c'est vraiment envisager l'espace d'exposition comme un espace de travail où, encore une fois, rien n'est figé, où voilà, il y a différentes propositions qui peuvent être faites et cette idée aussi d'espace totalement modulable. Voilà, c'est plus dans ce sens-là que j'entendais aussi cette idée de proposition curatoriale, comme à la Maison des Arts de Malakoff, même si évidemment ce sont toujours des projets collectifs. C'est voilà, pour moi aussi une proposition d'une directrice voilà, qui a mené tout un travail avant de pouvoir rendre possible ce projet. Et tu parles justement de... Enfin, voilà, je pense qu'il y a une nécessité aussi un petit peu de cette question de flexibilité, de cadre, de contexte qui est posé. On pourrait parler de dispositif qui est assez flexible pour pouvoir s'adapter, mais à la fois qui suggère... et là, peut-être, je rebondirais sur ton travail, enfin, sur comment toi, tu travailles précisément, c'est poser un cadre, un scénario, quelque chose d'assez scripté quand même. Il y a un peu cette idée de trop de liberté empêche les choses d'advenir, trop de contraintes empêche voilà, de pouvoir s'ouvrir à autre chose. Donc il y a un peu trouvé cette logique, enfin en tout cas à cette frontière assez tenue entre quelque chose d'assez écrit, une trame, un cadre, d'opération, on va dire, et qui resterait assez ouvert. Flora, tu as cette méthode assez particulière qu'on peut voir en live. Enfin, en avant, tu écris, vous pensez, vous répétez. Donc les choses, elles se construisent quand même. Elles ne sont pas complètement souples. Et à la fois, tu as une méthode assez particulière qui te permet d'être à l'écoute, on va dire, qui te permet de faire rentrer dans la performance en live des choses qui n'étaient pas prévues, notamment les interventions du public. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ces insights, cette méthode En fait, les textes sont pas écrits, c'est plus une ambiance de texte qu'on va travailler ensemble. Et les répétitions, en fait, elles servent pas tellement à cadrer exactement ce qui va se passer pendant la performance. Elles nous servent à s'entraîner en fait à autant de situations qu'on arrive à imaginer en fait sans que le public soit là. Donc on répète vraiment en se disant là il y aurait quelqu'un, tac, qu'est-ce qui se passe, cette personne dit ça, cette personne dit ça. En fait c'est vraiment un entraînement presque plus qu'une répétition, même si le terme convient aussi. Et en fait ensuite moi je fais des écritures, enfin des sortes de déroulés on va dire fréquemment en 8 étapes dans lesquelles il y a ok il se passe ça, ensuite on conditionne, ensuite là, ensuite on passe à ça, mais en fait dans ces étapes c'est très ouvert ce qui se passe et c'est plutôt des dessins en disant à ce moment-là on irait plutôt à cet endroit-là et là faut rééquilibrer l'espace comme ça et voilà. Mais en fait dedans c'est comme un texte à trous en fait quoi. Mais la rigidité est nécessaire au début pour qu'à l'intérieur en fait on puisse l'improvisation puisse fonctionner avec ce qui nous est donné. Mais ouais, c'est un entraînement quoi. Et tu as l'impression que tu sais où tu vas, d'une certaine manière. Il y a quand même un peu... parce que d'ailleurs, tu as un peu cette forme de loop, souvent, dans ton espèce de boucler la chose. Donc, est-ce que, du coup, tu solutionnes un peu la chose en te disant presque le point de départ, c'est aussi la fin, donc au moins... ou bien c'est que tu crées ces étapes, mais tu as quand même une idée d'où tu vas. En fait, je dirais on a des rendez-vous où on sait qu'à tel moment, on aimerait être là, ou qu'à tel moment, il y a... je dirais des rendez-vous physiques ou de texte, ou à des endroits. Mais qu'on sait où on va, on ne sait pas où on va arriver. Non, parce qu'on ne sait pas ce qui va être proposé en fait par les personnes qui sont là, puisque le but c'est justement qu'elles sentent qu'en fait elles affectent réellement la pièce, parce que si elles sentent qu'en fait que ce soit elles ou non, ça change rien. Du coup forcément l'intérêt, le jeu quelque part et le fait de captiver le public est perdu. Mais par contre on sait qu'est-ce qu'on aimerait dérouler et quelle situation on aimerait rencontrer, oui. Après je pense que on fait toujours en sorte vraiment que ce soit très clair tout de suite que ce qu'elles disent, ce qu'elles donnent, ce qu'elles font, tout de suite ça nous affecte pour simplement ça fait que la personne est concentrée, impliquée, ça crée de l'attention, ça crée de la participation, c'est
Ça opère vraiment parce que ce que tu disais voilà, sur le fait que pour toi, en fait, comment dire, l'activation de la potentialité, elle se trouve justement sur cette connexion par les affects. Et ce que tu viens de dire, un truc que je trouve assez intéressant, c'est que la performance en elle-même se trouve affectée. Donc, il y a une relation qui est aussi voilà, détruit un peu, quand bien même il y a des choses qui viennent du théâtre, etc. Mais là, on détruit vraiment la relation quand même hiérarchique au sein de l'espace performatif où le public serait, quand bien même il participe un peu extérieur. Là, l'idée, c'est qu'il y ait vraiment cet effet de co-création, alors que le public, quand il arrive, il passe la porte, il s'attend pas forcément à être dans cette position-là, et finalement affecte la pièce. Et ça, je trouve, c'est peut-être là où je trouve il y a une vraie opérativité, je sais pas, ou en tout cas, et j'ai l'impression qu'Cassandre aussi, dans le pre-enactment, il y a cette question de la participation vraiment, et de créer des choses aussi où peut-être que la proposition initiale, c'est une invitation, mais il faut qu'elle soit affectée, et il faut qu'elle soit prise, enfin voilà, que comme tu dis, il y ait une attention, et que les personnes participantes s'emparent en fait de cette invitation, et que ça devienne aussi leur forme, ou je sais pas, qu'il se passe quelque chose aussi pour elles et eux. Ben, je pense que en fait, l'une des caractéristiques principales du pre-enactment, c'est la dimension collective en fait. Et participative, oui, mais pas toujours en fait du public. En fait, j'essaie de réfléchir là comme ça, mais en tout cas la dimension collective, ça c'est une évidence, je crois. Enfin, j'ai pas d'exemple autre. Ouais. Ouais. On montre le dernier petit. Et tu nous dis ce que c'est, oui. Ouais, on va finir. Et juste pour finir, je voulais vous partager donc l'invitation pour la prochaine pièce qui a lieu du coup le 6 mars. Et un petit extrait de vidéo qui n'est pas un teaser puisque la pièce n'a pas eu lieu, mais c'est des recherches qu'on est en train de faire, que j'avais envie de montrer là. Alors attends. Et juste pour préciser, donc là on fait usage de différentes techniques, notamment de filtres. Le but étant pas forcément d'utiliser ça, mais on est en train de travailler sur comment on peut créer, nous, des filtres qu'on peut utiliser en direct. Là, on utilise des filtres qui sont faits par différentes entreprises privées, donc vous allez peut-être les reconnaître. Mais voilà, le but, c'est qu'on ait nos propres modes de filtrage et de transformation des visages. Donc voilà, c'est un peu un mash-up. Vas-y, tu peux lancer. Je rentre chez moi, je check la caméra de surveillance. Tout va bien. Il n'y a personne chez moi. Je peux entrer tranquille. Il n'y a qu'une seule chose qui a changé. C'est la couleur des murs. Avant, ils étaient blancs. Je ne comprends pas pourquoi ils sont de cette couleur maintenant. C'est une couleur indéfinissable, que je ne reconnais pas, que je n'ai jamais vue avant. Ça me fait penser à une énigme. Une énigme que je n'ai toujours pas résolue. L'énigme est la suivante. Peut-être que certaines personnes ici la connaissent. Peut-être que vous avez la réponse. Je vous la dis. Si je coupe mon bras, c'est mon bras et moi. Si je coupe ma jambe, c'est ma jambe et moi. Mais si je coupe ma tête, et ma tête est quoi?
Voilà, c'était pendant des répétitions là au lieu unique où on a fait une résidence, donc justement un lieu d'art vivant où donc ça nous permet de faire des passages. Voilà. Je pense qu'il y aurait encore aussi beaucoup de choses à dire, notamment sur tu vois, l'usage multimédia que tu t'apportes dans tes performances. Ce serait peut-être une autre occasion de discuter de tout ça. Peut-être avant de vous quitter, je me tourne vers vous si vous avez des questions. Ouais, je vais vous donner un petit micro. Merci pour ces échanges éclairants. En fait, j'aimerais juste préciser quelque chose que je n'ai pas très bien comprise. Vous avez beaucoup parlé de méthodes, d'espace de travail, de dispositifs, de protocoles. Et en voyant notamment en fait, le premier clip, je me suis souvenu que j'ai assisté à une performance de votre travail qui était, je crois, à 100% à la Villette l'année dernière. Enfin, en tout cas, je reconnais la boîte, je reconnais la comédienne, donc je me dis que c'était vous, mais c'est vrai que je n'avais pas fait le lien ce soir. Mais ce que je voudrais préciser, c'est que, en fait, quelles sont les questions, les thématiques brûlantes qui font nécessité dans votre travail? Parce que là, j'ai l'impression que vous avez focusé beaucoup sur la méthode et les process, plutôt que ce qui fait, à un moment donné, une recherche intrinsèque des contenus, ou ce que vous cherchez un peu à mettre au travail dans des choses qui seraient de l'ordre de la thématique, plutôt que dans la forme. Mais peut-être que vous l'avez un peu c'est juste pour moi, ou c'est aussi pour Cassandre, ou vraiment sur la perf, et après, peut-être dans le... Où tu préfères... Enfin, vous préférez quoi? En fait, là, c'est plutôt sur le travail artistique, parce que j'imagine que c'est plutôt un travail de curation et de recherche, mais celle-là, c'est plus pour préciser la... Ouais. Alors, la méthode, je dirais, la manière qu'on a de chercher des choses, elle n'est pas universitaire, elle n'est pas structurée de cette manière-là. Donc, c'est pour ça que je parlais d'affect, de discussion entre nous. Ensuite, la question de la thématique, en fait, c'est un truc que j'ai pas envie, justement, et c'est quelque chose qui est partagé dans le groupe, de dire, là, on travaille là-dessus. Parce qu'en fait, on se retrouve très vite pris dans des situations où on nous dit, OK, du coup, c'est quoi, quelle est la réponse que vous donnez, qu'est-ce que vous affirmez? Il y a plusieurs choses qui vont nous travailler. Et là, quand je disais, on se questionne sur les relations avec certains types d'intelligence, on pourrait aussi dire, voilà, notre thématique, c'est l'intelligence artificielle. Mais en fait, franchement, on n'a pas envie de le prendre comme ça non plus, parce que ça touche à plein d'autres choses. Ça touche à la psychologie, ça touche à, genre, même, je sais pas, à la manière dont les algorithmes, en fait, ont des biais. Ça touche à tellement de choses différentes qui nous intéressent et qui peuvent être compris dans cette recherche, que le problème de la thématique, en tout cas quand on l'annonce dans des contextes institutionnels, c'est que souvent elle vient fermer la lecture du travail. Et du coup, c'est pour ça que j'aime bien dire, c'est un dispositif de jeu en évolution, etc. Rester un peu flou, parce que je pense qu'en voyant ça, on sait finalement sur quoi on travaille. On ressent, on voit bien de quoi ça parle. Mais je préfère le laisser aussi ouvert aux personnes qui vont dire, moi j'ai vu ça. Et très souvent, après les pièces, il y a des personnes qui viennent me voir ou voir des personnes du groupe en disant, j'ai compris ça, en fait je sais vous travaillez là-dessus, en fait c'est ça ce dont vous parlez, et on leur dit oui à tout en fait, parce que finalement oui, tu vois. Et je pense que c'est à cet endroit qu'il y a l'envie de poser des questions et de pas pointer une thématique. Mais est-ce que ça répond vraiment à la question que tu as, ou je sais pas, parce que c'est une question qui est à la fois en mouvement, parce que je découvre partiellement votre travail, mais c'est que je sais pas si c'est le cadre de l'échange qui a pris la tournure formelle du travail, ou est-ce que c'est un statement presque de la compagnie et de votre part qui fait que on crée des espaces de projection, et c'est une co-création, même dans l'interprétation, qui peut être le cas de plusieurs œuvres artistiques dans le fond. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a une part qui échappera toujours à l'autorité créatrice et qui laissera l'interprétation à l'audience. Mais là, j'ai l'impression que c'est presque central en fait dans la démarche, et qui est de créer des dispositifs avec ce que vous disiez tout à l'heure, donc des partitions à trous, pour laisser même un apport de contenu de la part c'est-à-dire c'est comme si la rencontre avec l'audience devenait nécessaire pour activer et faire exister la forme. En fait, tant qu'on n'a pas été avec des personnes, la forme n'existe pas, puisqu'elle les attend en fait. Elle est en creux pour
pour ce qui se passe, ce qui doit se passer avec elle. C'est pour ça qu'on s'amuse à dire on répète avec des fantômes en fait. Ça, c'est en même temps vous travaillez en entraînement répétition, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se met à ce moment-là comme piste ou que vous lancez à votre équipe. C'est-à-dire que ça ne part pas de nulle part. C'est ça qui m'intrigue. Ah non, comme piste, ok. Par exemple, là, c'était ok. Je leur disais, là, il y a 3 comédiennes, donc là, il y en aura 3 de nouveau, même si c'est pas forcément les mêmes. Et on est toute l'année sur ce triangle, donc le travail, c'était sur le déséquilibre entre vos 3 personnalités, votre lecture de différents événements et comment on va établir cette relation déjà entre vous. Je dirais, ça, c'est un truc de là où on est parti, en disant, vous devez, comment on va construire, comment est-ce qu'on va rendre sensible le fait que vous partagez une intelligence et une compréhension entre vous et qu'en fait vous êtes un seul corps qui a différents morceaux qui se déplacent dans cet espace, par exemple. Mais ça, on va jamais le mettre dans un texte explicatif sur le travail. En tout cas, pour revenir sur ce que tu disais juste avant, je trouve que c'est hyper intéressant de le prendre comme ça et j'y avais pas pensé à le formuler de cette manière-là. Mais le fait de se dire qu'en fait le dispositif, en fait c'est un espace qu'on dirait projectif en psychologie, je pense que c'est très juste dans le sens que le but c'est que les personnes puissent se refléter dans quelque chose qui leur parle à elles, en fait, d'une certaine manière. Et aussi, de laisser le truc ouvert et un espace projectif, c'est comme, on va dire, celui peut-être que la plupart d'entre nous connaissent, c'est le test de Rorschach, en fait. C'est-à-dire, en fait, c'est tout et c'est rien, mais quelque part, quand même, ça nous parle de certaines choses très précises qui parlent de nous. Et là, l'usage même des filtres ou la boîte ou certaines manières de filmer en grand angle, on pointe à des endroits esthétiques, quand même, qu'on choisit. Mais en tout cas, c'est jamais ça qui est la base du travail. Et la base du travail, en tout cas pour cette pièce, c'était de dire ok, vous êtes un seul corps en fait, sauf qu'il est séparé en 3 morceaux. On part de cette thématique de cannibalisme qui à la fois questionne un système néolibéral, qui en même temps fait référence au manifeste anthropophage de Oswald de Andrade et qui dit comment en fait on approprie un système, on le mange pour prendre sa puissance et le détruire. Comment on va travailler ces questions, on parle d'intelligence artificielle, etc. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Au début, franchement, on ne sait pas ce qu'on va faire. Et c'est petit à petit que des nécessités dans le dispositif émergent. Et pour réfléchir à comment ou qu'est-ce que diraient les personnes du public qui du coup sont absentes quand on travaille, on se dit ce serait quoi la pire chose qu'on pourrait nous dire à ce moment-là? Qu'est-ce que c'est la chose qui serait la plus facile? Ou alors je prends un bouquin ou un magazine et je prends la première phrase, ok, et je la lance, et voilà, vraiment d'essayer de se mettre en difficulté. Après, dans le live, on est mis en difficulté parce qu'en fait, on n'anticipe pas ce qui se passe, mais on s'entraîne à pouvoir anticiper. Ouais. Et peut-être aussi, si on voulait un tout petit peu vendre une espèce de thème, ou peut-être qu'il y a quelque chose de très vaste, mais qui aurait à voir de questionner le système, les questions de vérité, système de jugement, la manipulation, le rapport au fait, le rapport à la vérité, le fait de se dire si on vit dans un espace dans lequel on peut jamais savoir si quelque chose est vrai ou faux, si une personne existe ou pas, si un fait a eu lieu à 100%, ça crée quoi comme trouble en fait dans notre manière d'être et d'être avec les autres, et aussi se questionner sur quel type de psychose, quel type de trouble en fait nouveau émerge, quel est le paysage psychologique en fait qui est en mouvement et qui est le nôtre et qui s'annonce. Ça, je pense que c'est une question centrale et qui nous suit quoi de penser ça en fait. C'est vraiment un paysage psychologique et affectif, je pense, qui est notre sujet et qui du coup peut être traversé par plein d'actualités différentes, puisque des fois des lieux me disent c'est quoi le thème sur lequel vous allez travailler, et je leur dis on verra si c'est dans 6 mois, en fait je sais pas ce qui se sera passé entre temps, donc forcément la manière dont on va bosser elle aura changé quoi. Si je peux me permettre 2 petites questions encore pour préciser. Tout à l'heure, justement, par rapport à ce point-là, vous avez évoqué le travail collaboratif que vous faites avec une psychologue. Dans quelle dimension, en fait, ça agit dans les protocoles? Est-ce que, du coup, c'est pour travailler, du coup, la dimension manipulatrice de l'audience, pour la rendre à la fois complice aussi de la création de la partition? Et puis, l'autre petite question, c'est la porosité, puisque vous dites que vous travaillez dans la contemporanéité de l'actualité brûlante, c'est-à-dire que vous êtes poreux à des événements quotidiens, et ça veut dire que la forme, elle est en permanence en mouvement et en création, et poreuse à ces actualités. Pour la deuxième réponse, oui, absolument. C'est exactement ça. Et c'est ce que j'essaie d'expliquer justement quand on me dit est-ce que c'est une primeur, et que je dis en fait, de fait, oui, puisque le dispositif va être modifié quand on sera. Mais oui. Et pour la première question, par rapport au travail avec la psychologue,
oui, enfin, ça permet effectivement de... En fait, cette question de la manipulation, c'est pas forcément pervers. Et je pense que c'est important de le préciser parce que souvent, on entend manipulation, on se dit... Enfin, voilà, que c'est forcément pour nous tromper, nous abuser, c'est pas forcément le cas. Mais puis, d'ailleurs, si on annonce qu'on est manipulé, qu'est-ce que ça veut dire? Bon. Mais oui, elle sert à établir ça et elle sert aussi en fait à vérifier que, avec les dispositifs, on n'excède pas les limites de ce qui est ok en fait d'utiliser. Parce qu'en fait, il y a vraiment des ressorts qu'on peut utiliser qui ont des effets très forts parce que, en tout cas, quand on est dans une aire géographique commune, on va dire, avec à peu près une sorte d'inconscient ou de paysage psychologique collectif qui est certes, hyper différent, mais qui correspond à un endroit en tout cas. Elle m'expliquait ça en me disant en fait il y a vraiment des triggers qu'on peut tirer et qui peuvent vraiment être puissants, donc elle est là aussi pour dire en fait ça vous pouvez pas le faire, tu vois, par exemple, pour aussi venir mettre un stop si c'est nécessaire. Il se trouve pour l'instant il n'y a pas eu besoin de faire ça, mais voilà, elle est là aussi dans cet objectif-là, et elle m'aide à écrire aussi les questions parce qu'on utilise énormément des questions, ce qui permet donc aux personnes qui sont là de se déclarer, de s'individualiser, de dire je pense telle chose par exemple, enfin voilà. Donc elle aide, elle relie là-bas. En fait là on a vraiment formalisé le travail assez récemment en donnant des heures à ça, un cadre et tout, où je lui envoie les prescripts, elle les relit, elle me dit tiens, telle question, machin. Ensuite, elle regarde ce qu'on a fait, vu qu'elle n'est pas à Paris, elle voit les teasers, les vidéos. Elle commente, elle me dit tiens, il y a tel truc. Et elle fait tous les parallèles en fait avec ce qu'elle connaît de la psychologie. Voilà, donc elle est là à pas mal d'endroits finalement, mais je trouve que c'est super important qu'on ait quelqu'un qui, vu qu'on veut appuyer sur certains boutons, on va dire en fait on peut pas le faire impunément, genre on est obligé de se renseigner, je trouve, et c'est important d'avoir quelqu'un qui est là et qui vient derrière. Donc voilà. Ça donne des formes situées liées à des contextes culturels qui ne peuvent pas forcément être exportables dans d'autres contextes. Et ben c'est tout l'enjeu, et justement pour ça je pense qu'il faudrait passer au moins 3 mois sur place dans un lieu avant de prétendre à déplacer une pièce comme ça brutalement. D'ailleurs j'ai aucune envie qu'on se dise vas-y on va là-bas et paf on monte ça n'aurait aucun sens. Parce qu'on sait que c'est parce qu'on est affecté par ce qui nous arrive aussi là, ici, maintenant, entouré par certains groupes, que du coup on produit ce type de forme. Donc il faudrait d'abord qu'on se fasse déplacer, qu'on trouve des personnes avec qui bosser qui sont du lieu où on va, et qu'on puisse construire quelque chose avant de déplacer ça. Et je pense que c'est un truc moi qui m'intéresse énormément, de voir comment on sera amené en fait à devoir faire évoluer les dispositifs, à devoir repenser, modifier des choses dans nos méthodes pour pouvoir aller travailler dans d'autres endroits en fait, parce qu'on peut pas du tout arriver et jeter ça comme ça n'aurait aucun sens. Merci, je vais arrêter parce que je veux pas monopoliser. Merci en tout cas pour ces questions. Peut-être on prend une dernière question et puis après, de toute façon, je vous invite à nous rejoindre au Café Mirette pour prendre un verre et continuer la discussion, si faisant. Bonsoir, merci pour votre intervention. J'avais une question au niveau du public, pour savoir un peu quel était le public qui se rendait à vos performances. Comme il y a toute cette question que le public intervienne, je me posais la question de quels sont les corps qui se sentent autorisés à justement venir sur scène, à intervenir. Et comme il y a toute cette question de faire en sorte qu'il y ait une absence, je dirais, d'autorité entre les personnes sur scène et le public, est-ce qu'il y a une volonté aussi de débordement? C'est-à-dire qu'une fois que les personnes sortent de cette performance, qu'elles se sentent aussi autorisées à intervenir, je ne sais pas, dans la vie collective ou dans d'autres espaces. Alors merci pour cette question. Je pense qu'on essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas de hiérarchie, mais en même temps les personnes ne savent pas exactement où on va, donc de fait elles sont toujours un peu en déficit dans ce rapport de pouvoir. Donc je cherche vraiment des méthodes pour faire en sorte de pouvoir essayer d'équilibrer ce rapport au mieux, ou en fait de vraiment rendre sensible qu'il y a la possibilité de nous déstabiliser et de nous de nous mettre en difficulté, mais peu de personnes se l'autorisent finalement. Mais c'est vraiment un enjeu central, parce que de fait, tu arrives à une performance, tu te dis pas je sais ce qui m'arrive et tout ça. Enfin, il y a un moment où on est un peu déstabilisé, donc il y a ce truc-là qui est un point central. J'espère que tout corps et toute personne se sent absolument autorisé, en tout cas l'est sans aucune hésitation, mais le fait est qu'on n'est pas maître finalement des publics qui viennent nous voir. On décide pas. Pour autant, on se rend compte qu'on attire plutôt certains types de personnes, et en fait ça dépend énormément des lieux où on est. Là à la Fondation par exemple, on avait été assez surpris qu'il y avait un public très jeune qui était venu, aussi parce que comme je donne des cours aux Arts Déco, il y a aussi via les étudiantes plein de choses qui se sont passées à cet endroit là, mais on n'est pas maître de ça.
Et si on pouvait, moi j'aimerais bien qu'en fait par le biais de la compagnie on puisse en fait arriver à jouer sur le fait qu'on propose pas seulement de la performance artistique mais un peu jouer avec cette question de performance, la déplacer, presque jouer avec, enfin la déplacer dans d'autres domaines, je sais pas exactement lesquels on pourrait choisir, que ce soit des trucs plus politiques bien précis ou des choses de recherche, et qu'on puisse du coup inviter les personnes à venir participer à quelque chose qui s'appellerait pas performance artistique, et que du coup là je pense qu'on pourrait vraiment sortir des publics plus entre guillemets niches avec lesquels de toute façon on sait qu'on a tendance à interagir. Et c'est vraiment un enjeu à long terme, mais c'est difficile de sortir aussi de sa bulle quoi, et on se dit comment on fait pour casser cette bulle et du coup avoir des publics aussi qui vont vraiment peut-être ne pas du tout partager ce langage et en fait vraiment cracher avec nous quoi, vraiment être dans un rapport plus conflictuel qui du coup sera d'autant plus intéressant. Et je pense que pour ça il faut qu'on arrive à communiquer hors de l'espace de l'art contemporain tel qu'on le connaît, et comment on va faire ça je sais pas, mais ce serait bien, je pense. Merci. Merci à toutes les deux. Donc du coup, on se retrouve pour un verre Café Mirette, et surtout on se retrouve le 6 mars pour la deuxième séance de Cannibal. Merci beaucoup.